Bonjour. Alors, on va vous présenter une recherche qui est en cours et donc certains résultats préliminaires, puis on a hâte d'avoir votre réaction. Bonjour, bon matin à tous. Donc, en fait, notre projet rejoint vraiment nos deux intérêts respectifs. D'un côté, on regarde... D'un côté, on veut regarder comment on co-construit en situation d'inégalité, donc ce qui est l'intérêt principal de mes recherches, et Sacha qui collabore avec nous sur ce projet avec l'angle vraiment d'intérêt sur les défis identitaires. Toute cette recherche-là s'inscrit dans un contexte plus large d'études, de discussions sur le partenariat des soins et la co-construction avec des populations vivant l'exclusion sociale et la pauvreté. Et on s'intéresse particulièrement donc au cas d'un projet de clinique de proximité qui est encore en cours d'élaboration à Montréal-Nord, dans le cadre de la démarche de Parole d'Exclus. Donc, Parole d'Exclus est une organisation qui vise à renouveler les pratiques de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, en invitant en fait les premiers concernés à prendre la parole, exprimer leurs besoins et aspirations pour développer avec des professionnels et des chercheurs des solutions visant à répondre aux défis qu'ils et elles auront identifiés. Et donc, ce projet de clinique de proximité est un des exemples. Un exemple peut-être un peu atypique, parce que l'étincelle de ce projet-là est venue de l'extérieur. Donc, ça vient d'une offre de partenariat de la FIC, qui est un syndicat de professionnels de la santé, qui est venu approcher Parole d'Exclus pour savoir si on était intéressé à développer avec eux un service complémentaire de santé en expérimentant des approches alternatives. L'approche de Parole d'Exclus veut que ce sont les personnes qui vivent l'exclusion sociale et la pauvreté qui doivent identifier les besoins. Donc on a fait une première étude exploratoire pour voir quelle est la perception des citoyens sur les services de santé dans leur quartier. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que l'idée d'une clinique de proximité a surgi en fait. Ce qui fait en sorte déjà que le récit même du projet est très polyphonique. Nos partenaires de la FIC vont dire voilà, c'était notre proposition, alors que les citoyens ont vraiment intégré cette... en fait, pour eux, c'est les citoyens qui sont les initiateurs et les proposeurs de ce projet-là, et même les porteurs. Donc, ça pose déjà des défis identitaires. Après l'étude exploratoire qu'on a fait, on a reçu un premier financement pour nous approcher de l'ouverture de la clinique, et c'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied des groupes de travail réunissant citoyens, intervenants, professionnels de la santé et chercheurs pour essayer de définir un petit peu plus c'est quoi cette clinique qu'on veut. Dans l'étude, on avait défini les grands principes et là, on avait envie de voir plus clairement quel type de relation on souhaite entre les citoyens et les professionnels, quelle place les citoyens pourraient prendre dans la clinique, et c'est vraiment là-dessus que porte toute notre analyse et collecte de données. Alors, on va faire un petit arrêt sur les perspectives théoriques qui sous-tendent la recherche. Donc, l'identité, c'est un concept qui peut être abordé, défini de façon multiple. Donc, je vais tenter de présenter le plus rapidement possible les prémices théoriques sur lesquelles on s'appuie pour analyser donc les défis identitaires de cette co-construction de la clinique. La première prémisse, c'est que l'identité ici est envisagée en tant que performance qui, au cours d'une interaction, qui va faire émerger un positionnement identitaire, qui va faire émerger des positionnements identitaires qui donc dans l'interaction seront négociés
entre les différents interlocuteurs. Donc ça d'une part, mais en même temps on l'envisage aussi de façon plus longitudinale comme la production de subjectivité, comme une subjectivité, une façon particulière d'être un être humain ou un certain type d'être humain. Donc une perspective à la fois foucaldienne dans cet aspect de production de façon d'être un être humain et par ailleurs une approche plus axée avec la sociolinguistique, plus micro, qui regarde l'identité comme quelque chose de ponctuel, d'émergent, de négocié au cours d'une interaction. Deuxième prémisse, ce positionnement identitaire dans la négociation des identités est envisagé à la fois en termes donc d'exercice d'une influence pour se positionner les uns les autres dans l'interaction, mais aussi en tant qu'expression d'un désir de positionnement identitaire. Donc, je tente par exemple de me positionner d'une certaine façon et de positionner l'autre d'une autre façon. C'est à la fois l'exercice d'une influence sur le paysage identitaire de la co-construction, mais c'est aussi l'expression de désir, pas nécessairement mon désir, mais un désir qui s'exprime à travers ces positionnements-là. Si vous avez des questions après, je pourrais aller plus en détail sur cette notion. Donc, le défi identitaire, ici, est défini comme la confrontation entre des désirs, pouvoirs de positionnement contradictoires, qui peuvent entrer en opposition. Alors, au lieu de dire à chaque fois désir, pouvoir ou désir, positionnement identitaire, je vais dire DP, et ce sera plus rapide pour le reste. Donc, défis identitaires, ce sont des DP identitaires qui s'opposent, qui rentrent en contradiction, en confrontation. Troisième prémisse, tout le processus de co-construction est envisagé en tant que dispositif de régulation de ces positionnements identitaires. Donc, à la fois de régulation des positionnements identitaires et régulation des subjectivités qui sont produites à terme. Donc la co-construction, on l'envisage pas juste comme production d'innovation sociale, mais aussi comme production d'identité. On rentre là-dedans et on se fait identifier d'une certaine façon, en termes plus vulgarisés, et on sort de là en ayant peut-être hérité d'une nouvelle façon de se comprendre. Donc si on prend l'exemple des préposés qu'on avait un peu plus tôt, on peut envisager les préposés d'une certaine façon en bas de l'échelle, exclus en termes de savoir, d'un certain corps de savoir, non visible, etc. Mais peut-être qu'au terme d'une co-construction dans les espaces de discussion dont vous parliez, peut-être qu'ils en sortiront avec une autre vision d'eux-mêmes et peut-être qu'au sein même de cette co-construction avec les autres professionnels de la santé, on les amènerait à se positionner de façon différente, inclus, plus haut, plus visible. Ça va? Donc là, ça rend ça peut-être un peu plus concret pour vous comme notion. Finalement, dernière prémisse, ça c'est une notion plus tirée de Goffman. Il y a l'avant-scène et l'arrière-scène de la performance identitaire. Là, on envisage la co-construction comme dispositif de régulation des identités à la fois dans l'avant-scène et l'arrière-scène. Donc l'avant-scène, c'est on est en train de co-construire ensemble l'innovation sociale. L'arrière-scène, c'est on se retrouve, par exemple, entre chercheurs ou entre citoyens ou entre professionnels de la santé pour se parler de ce qui s'est passé et éventuellement de notre performance identitaire. Ah, là, on s'est fait exclure, là, etc. Ça va? Ces quatre prémisses. Donc, design de recherche, je laisse Isabelle vous le présenter. Ici. Quelques éléments sur le design de la recherche assez rapidement. Donc, notre recherche, c'est une recherche-action qui fait un aller-retour constant entre la réflexion et la mise en œuvre de la co-construction. Donc, réflexivité continue. Donc, Sacha parlait de l'arrière-scène. Donc, après chaque séance de co-construction, l'équipe de recherche réfléchissait, parce qu'on avait un rôle aussi dans l'animation de ces discussions-là. Donc, il y avait des réajustements continus et la recherche aussi est partie prenante du projet, donc participe directement à co-construire cette clinique. Collecte de données, c'est vraiment observation participante, immersion sur le terrain, les verbatims des séances de co-construction avant et arrière-scène, des entrevues sur le récit de la clinique et des documents produits dans le cadre du projet. Donc l'analyse, ça va avec la posture de recherche, donc effectivement analyse en continu, dialogue entre groupes de recherche, animateurs du processus
Et on a pris pas mal de temps avant de définir un petit peu le cadre analytique. On a fait beaucoup d'allers-retours entre les données et différentes perspectives théoriques sur l'identité. Et finalement, on a élaboré ce que Sacha va présenter à partir vraiment des moments de tension, des moments d'inconfort qu'on a identifiés dans les séances de co-construction pour construire un peu notre cadre. On va vous donner un exemple de vignette, donc de moments de tension dans la co-construction qui ont fait l'objet de l'analyse, donc où on tentait justement de déceler les différents DP identitaires qui étaient en jeu. Alors on y va. Vas-y. C'est moi la citoyenne ? Oui. D'accord. Alors, moi j'ai pensé à une chose, peut-être les citoyens dans l'organisation, une journée par exemple, on peut organiser la pesée de poids pour faire une... Moi je ne suis pas d'accord. Non. Parce que c'est la professionnelle. On commence par exemple par la tension artérielle, mais ça c'est la professionnelle. Comment on pourrait le dire? Ça, c'est la chercheure de PE. Oh, c'est toi, ça, en fait. Comment on pourrait le dire pour que ça soit pas, pour que ça donne pas un choc aux professionnels? Rire général. Oups. Merci, ça c'est vous, s'il vous plaît. Si les citoyens, mettons, proposent ça comme idée, est-ce que les professionnels ont le droit de dire... Non. Non, on ne peut pas faire ça tout court, parce que je pense que l'essence du projet, c'est qu'il y a au moins un dialogue là-dessus. Vas-y. Je vais jouer son rôle. J'ai une proposition de reformulation. Je ne sais pas si ça atténue ou pas. Ancré dans la communauté de Montréal, les citoyens participent aux décisions concernant les soins et leur organisation. Comme ça, c'est clair que ce n'est pas juste les citoyens qui décident, mais qu'il y a un dialogue. Oui, ça, je suis d'accord. Il faut essayer de comprendre dans le dialogue qu'est-ce que la personne veut dire par ça. Est-ce que c'est une volonté de donner une place aux citoyens pour faire quelque chose dans la clinique? Donc c'est vraiment de cerner à partir d'une proposition concrète quel est le besoin et après d'envisager quelles sont les bonnes solutions. C'est tout le temps ça et je pense que dans tous les projets ça arrive et c'est vraiment par le dialogue qu'on essaie de mieux comprendre ce qu'on va faire, ce qu'on fait à partir d'une proposition qui n'est pas réalisable telle qu'elle. Comment on peut répondre aux besoins qui est exprimé là-dedans. Donc, à partir de ce genre de moment de tension, où on sent que sont négociées les positions des uns et des autres, dans ce cas-ci, c'était les citoyens qui réclamaient une certaine position dans la future clinique, où on voit la négociation, les professionnels de la santé ne sont pas à l'aise avec ça, où l'animateur, les chercheurs se disent on ne peut pas juste refuser à ce désir de positionnement identitaire qui s'exprime, on ne peut pas juste lui dire non, il va falloir négocier quelque chose, et ils trouvent une formulation où ce n'est pas une prise de contrôle par les citoyens telle que perçue par les professionnels de la santé, mais plus une mise en dialogue où on serait plus à égalité. Donc on pourrait analyser plus, peut-être qu'on pourra le faire justement à travers les 4 dimensions de défis identitaires qu'on a fait ressortir. Je vais prendre chacun d'eux et présenter le ou les... défis identitaires principaux reliés à ces dimensions-là. Alors d'abord, il y a une première dimension qui est celle de présence, absence, appropriée, inappropriée. C'est-à-dire, est-ce que dans le positionnement identitaire que je vois dans la co-construction, on me rend présent, ou on rend présent ma catégorie, la façon dont je me considère, d'une façon que je trouve appropriée ou inappropriée? Ou est-ce qu'on me rend absent d'une façon que je trouve appropriée ou inappropriée? Ça va? Dans cette dimension-là, les confrontations selon les circonstances, on les retrouvait souvent entre le désir-pouvoir, notamment le désir, donc le DP de parole d'exclus, de positionner les citoyens, les participants citoyens qui étaient dans la co-construction en tant que citoyens vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Certains citoyens, eux, avaient un DP complètement contraire à ça, opposé à ça. Certains allaient dire « je ne me vois pas et je ne veux pas être vu comme citoyen en situation de pauvreté ou d'exclusion. Je ne suis pas un citoyen pauvre ou un citoyen exclu socialement. » D'autres citoyens allaient se présenter comme « moi je suis ici pour être un employé potentiel de la clinique ». Ou allaient dire « moi j'ai eu une formation comme infirmière auxiliaire » ou « j'étais professionnel de la santé avant ». Donc il allait y avoir toutes sortes de façons de se positionner qui allaient à l'encontre du souci de les positionner en tant que citoyens vivant en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale.
Donc ça, c'est un premier défi dans cette co-construction. Et là, on prend un peu le point de vue de parole d'exclu. Le défi de parole d'exclu d'animer, alors qu'il présentait les gens d'une personne où il ne souhaitait pas être présenté comme ça. Je vais accélérer. Deuxième dimension, inclusion-exclusion. Donc, est-ce que je suis rendu présent d'une façon que je le souhaite ou pas? Puis ensuite, est-ce que je suis positionné d'une manière où je me sens inclus ou exclu? Celui-là est plus évident et plus en ligne avec la mission de parole d'exclu. Donc là, on avait des confrontations entre le souci de créer un sentiment de nous et celui de positionner certaines catégories de participants comme faisant partie d'un eux autres. Donc par exemple, positionner comme quelqu'un à certains moments cruciaux, positionner comme quelqu'un comme n'étant pas du quartier pour invalider ou pour délégitimer par exemple la proposition qu'il allait faire. Par exemple un chercheur. Ou maintenir les conversations d'arrière-scène cloisonnées entre membres d'une même catégorie. Donc on tente de créer un nous, mais en même temps, lors des arrière-scènes, on recrée du nous, et éventuellement parfois de la polarisation nous versus eux. Aussi, deuxième défi identitaire important dans cette dimension-là, c'est celle le souci d'exclure et le souci d'inclure à la fois, qui pouvait rentrer en contradiction. Donc par exemple, un citoyen qui allait dire « moi j'aimerais vraiment être employé de la clinique, donc est-ce qu'on peut se parler de ça ?» Là on a le souci d'exclure éventuellement ce positionnement de la co-construction sans exclure la personne. Donc continuer à l'inclure tout en excluant la manière dont elle se positionne. Sur le plan égalité-inégalité, sur la dimension égalité-inégalité, donc le souci, le DP d'égaliser ou d'inverser des asymétries de pouvoir et celui de maintenir ces mêmes asymétries. Puis là, on le voit de façon assez nette dans la vignette qu'on a présentée, où on a le souci effectivement de réduire l'égalité de pouvoir, d'inviter le citoyen effectivement à prendre plus de pouvoir dans la clinique, puis on va tenter en même temps de maintenir un statut plus bas, ou en tout cas maintenir un statut haut pour le professionnel de la santé. Donc on a ces deux mouvements qui entrent en contradiction, mais qu'on va naviguer en même temps dans la co-construction. Et enfin, le souci de transformer, donc dernière dimension transversale, de transformation versus maintien, reproduction, où on a le souci de transformer le paysage identitaire en produisant de nouvelles façons de se comprendre, par exemple en tant que citoyen, de se voir et d'agir. Mais en même temps, on va faire toutes sortes il va y avoir toutes sortes de tentatives de maintenir les positionnements identitaires qui permettent à la collaboration de continuer. Donc, oui, on veut transformer les subjectivités et positionner les gens de façon nouvelle, mais parfois ça crée des tensions et on est obligé de maintenir certaines identités, comme dans la vignette qu'on a vue, pour que la collaboration continue et que, par exemple, les professionnels de la santé ne claquent pas la porte, quitte parfois à reproduire un certain statu quo. Donc, finalement, en termes de contribution, l'introduction des concepts donc de désir, pouvoir, de positionnement et de défi identitaire comme façon de décoder les dynamiques de façon moins décentrée, identification de dimensions et de défis identitaires vécus dans le cadre d'une co-construction avec des citoyens vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, mise en évidence de schémas identitaires, comme on l'a vu, paradoxaux, qu'on vient de présenter pour chaque dimension, et création d'une grille heuristique et réflexive pour les animateurs de la co-construction, les animateurs et les acteurs de la co-construction, servant à mieux déceler ce qui est en train de se passer au niveau identitaire, soit en termes de positionnement, soit en termes de qu'est-ce qu'on est en train de produire comme subjectivité, façon d'être des professionnels de la santé ou des citoyens, etc. Finalement, prochaines étapes, on va continuer l'analyse en dialogue avec les différents acteurs de la co-construction pour tenter de rendre la modélisation, les résultats valides mais aussi plus utiles pour eux. Éclairer la façon dont ces défis identitaires paradoxaux sont gérés, parce que là, on vous les présente, mais on ne montre pas les patterns de façon de les gérer, de les naviguer. Et enfin, oui, et plus particulièrement dans ce cadre-là, il y a eu, dans le cours de la co-construction, l'introduction du discours du partenariat de soins par certains des promoteurs du virage patient-partenaire, qui a été repris par les différents acteurs. Donc le rôle, la façon d'utiliser ce discours
pour naviguer ces différents défis. Et enfin, le défi identitaire de coproduire une analyse et une théorisation rigoureuse quand on le produit avec différentes personnes, et il y a une dimension identitaire là-dedans aussi. Voilà.